Après avoir investi plus de 17 000 € en crowdfunding immobilier, je vous fais aujourd'hui un retour d'expérience à travers un guide complet sur tout ce qu'il faut absolument savoir avant d'investir 1 € en crowdfunding immobilier. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que le crowdfunding immobilier, les avantages, on verra les risques, on verra 6 critères pour analyser un projet de crowdfunding immobilier, aussi les différentes plateformes qui existent et les meilleures plateformes selon moi qu'on a en France, et on finira par 4 règles d'or à respecter lorsqu'on investit en crowdfunding immobilier. Donc on est parti directement sur mon écran pour cette formation complète, donc n'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire, à manger, clairement ça en vaut largement la peine étant donné que ça peut éviter de perdre pas mal d'argent en crowdfunding immobilier. Donc on va voir en premier lieu qu'est-ce que c'est que le crowdfunding immobilier. Pour faire simple, c'est un processus permettant de réaliser un financement participatif pour construire ou acquérir un bien immobilier par l'intermédiaire d'une plateforme 100% en ligne. Donc la plateforme de crowdfunding, elle met en relation des porteurs de projets et des investisseurs. Donc au niveau de l'évolution des collectes de crowdfunding depuis 2015, alors ici ce qu'on peut voir c'est pas exclusivement le crowdfunding immobilier, c'est le crowdfunding de manière générale. Et ce qu'on remarque c'est que ça a littéralement explosé depuis finalement 2020. Alors on n'a pas pour l'instant les chiffres de 2023, mais en 2022 on est à plus 25%. Il faut se dire qu'en 2015 on était à 167 millions de collectes en crowdfunding en financement participatif et en 2022 on est à plus de 2 milliards. Donc il y a eu vraiment un pic parce qu'on a de plus en plus d'investisseurs particuliers qui font du crowdfunding de manière générale et aussi spécifiquement du crowdfunding immobilier et aussi des professionnels qui ont des sociétés et qui investissent directement aussi via leur société. Ensuite, les types de projets qu'on va retrouver en crowdfunding immobilier. Alors, on va avoir les projets de marchands de biens et de l'autre côté, les projets de promoteurs / constructeurs. Donc pour le marchand de biens, on va avoir l'aménagement de logements, de bureaux, de commerce et de l'autre côté, la construction de nouveaux logements. Marchand de biens, on va avoir aussi la partie vente à la découpe. Ils achètent un appartement, imaginons un appartement 5 pièces, ils le découpent ou même un immeuble, ils découpent certains appartements et ils les revendent de cette manière. De l'autre côté, pour la promotion / construction, donc on va avoir tout ce qui est en lien avec la construction de bureaux. Ensuite, la rénovation d'un bien, c'est 2 opérations menées par des marchands de biens assez classiques. De l'autre côté, l'élévation d'un immeuble, donc ça, des promoteurs, des constructeurs peuvent s'en charger. Et donc, c'est les 2 types de projets qu'on retrouve de manière générale sur les plateformes de crowdfunding immobilier, en sachant que les opérations de marchand de biens sont généralement des opérations un petit peu plus simples parce qu'on va avoir moins de travaux, tandis que de la promotion / construction, on va avoir du second œuvre, du gros œuvre, on peut avoir de la destruction avant de construire aussi. Donc, il y a un petit peu plus d'incertitude sur la promotion / construction et les délais aussi sont des délais un petit peu plus longs au niveau des durées de projet, tandis que des opérations de marchand de biens, des fois on a des opérations qui peuvent se boucler en 2 mois où ça va être une division parcellaire et ça va être revendu assez rapidement. Après ça, quel rendement peut-on atteindre en crowdfunding immobilier? Alors, le crowdfunding immobilier présente l'un des meilleurs rendements risques du marché. C'est que pour le coup, je trouve que si on analyse bien les garanties d'un projet et qu'on fait bien son travail en amont, le rendement qui est assez élevé pour le coup est très intéressant je trouve par rapport au risque. Encore une fois, si on respecte certains critères qu'on va voir après. Donc la rentabilité importante de l'ordre de 9 à 12% brut par an. Donc brut par an, ça signifie que pour le coup, c'est pas du net, c'est-à-dire qu'il y aura une fiscalité dessus sur les intérêts perçus qui est la flat tax de 30% et exactement comme pour un compte titre. Donc il faut enlever cette flat tax sur les intérêts qu'on perçoit. Et ici, j'ai mis la capture d'écran d'une des plateformes sur laquelle je suis et là, je suis à 11,60 et sur les 2 autres plateformes que j'utilise, je suis à peu près au même niveau de rendement. Donc c'est ce qu'on peut en attendre au niveau du crowdfunding. Actuellement, on est plus autour des 11-12%, tandis qu'il y a un an, on était plus sur 10%. Après, on va voir les avantages du crowdfunding immobilier. Donc le premier, rendement important, en moyenne 10% par an. Deuxième élément, diversification importante, donc type de projet, situation géographique, donc on peut investir sur des projets de marchand de biens, sur des projets de promotion immobilière, dans différentes régions, donc ça c'est vraiment cool. Et surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un sous-jacent qui est l'immobilier. Parce que sur le crowdfunding, on peut investir dans énormément de choses différentes via du crowdfunding, du financement participatif, mais des fois on a des sous-jacents qui sont beaucoup moins entre guillemets solides que l'immobilier. Troisième élément, accessibilité, donc possibilité d'investir avec des petits montants, donc ça on va le voir après.
le rendement risque qui selon moi est intéressant. Et maintenant, on va voir les inconvénients du crowdfunding immobilier. Le premier, c'est que l'argent il est bloqué pour la durée du projet. Donc 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc il faut investir de l'argent dont vraiment on n'a pas besoin parce qu'on ne peut pas liquider sa position comme en bourse. Non, là pour le coup, c'est bloqué. Et même si on contacte la plateforme de crowdfunding, en leur demandant est-ce que c'est possible finalement de récupérer cet argent avant la fin du projet, c'est pas possible parce que cet argent il est au niveau du marchand de biens, du promoteur, du constructeur investi dans le projet. Donc il y a une certaine durée à respecter. Ensuite, pas entièrement passif parce qu'on va avoir ce travail d'analyse à faire et aussi le fait de se connecter parce que souvent les plateformes de crowdfunding sortent un projet à une heure précise. Et donc, il faut se connecter à l'heure précise en fonction de la plateforme, parce qu'il y a des plateformes où ça part beaucoup plus rapidement que d'autres, les collectes, parce qu'il y a plus d'investisseurs que de projets disponibles. Et donc, il faut se connecter, il faut investir à une certaine horaire, donc c'est pas entièrement passif. Troisième élément, c'est le temps pour analyser les projets. Alors je sais que certaines personnes investissent en crowdfunding sans rien analyser. Ils investissent sur tous les projets. Moi je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose parce que comme pour tout projet, il y a des choses il y a des bons projets, il y a des moins bons projets, des projets moins risqués, plus risqués. Donc pour moi l'analyse elle est fondamentale, même si c'est une analyse rapide, il faut se faire sa liste de critères. Je vais vous en partager 6 afin de pouvoir vraiment se dire au moins je regarde ça au minimum. Ensuite, le risque de perte, parce que comme tout investissement, le crowdfunding immobilier présente un risque de perte. Un projet peut mal se passer et le promoteur pourrait ne pas rembourser parce qu'il n'est pas en capacité de rembourser. C'est pour ça qu'on verra qu'il y a 4 règles d'or en crowdfunding immobilier qu'il faut absolument respecter si on souhaite éviter cet élément-là. Maintenant, mon top 3 des plateformes de crowdfunding immobilier. Alors la première, c'est la première brique qui pour moi est vraiment la plus accessible. Donc c'est aussi pour celle-ci que j'investis parce qu'on peut investir avec des petits montants directement. Ensuite, on a Clubfunding derrière que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise. Pour le coup, elle est un petit peu moins accessible comme on va le voir, mais c'est la plus grosse plateforme française, en sachant que là le top 3 c'est que des plateformes françaises qui sont agréées par l'AMF. Il existe aussi des plateformes qui vont être dans des pays de l'Est, dans d'autres pays, mais moi j'investis pas du tout dessus parce que c'est pas en France, donc les outils pour regarder les prix de vente au mètre carré sont pas les mêmes, on va pas aller sur Meilleur Taux ou autre, et de manière générale je trouve que ça a l'air d'être un peu moins sécure même si les taux sont plus élevés. Et ensuite Riser aussi, que j'aime beaucoup, que j'utilise pour investir. On va commencer par la première brique. Donc la première brique, possibilité d'investir dès 1 euro. Donc il n'y a aucun défaut depuis 2019, donc ils ont fait 314 projets. Alors quand je dis aucun défaut, c'est qu'il n'y a pas eu de perte en capital. Donc des personnes qui ont investi 1000 euros sur un projet et qui ont eu une perte en capital. Par contre, il y a des retards et ça, il faut le prendre en considération. C'est pour ça que finalement, même quand il y a marqué un projet qui dure 8 mois, faut toujours se dire que ce projet il peut durer 12 mois finalement. Ou parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Potentiellement, les travaux peuvent prendre du retard, la vente peut prendre du retard ou autre. Donc pour le coup, pas de défaut sur la première brique. Par contre, sur certains projets, il y a eu du retard. Et d'ailleurs, juste par rapport au retard, on perçoit quand même des intérêts en fait quand il y a du retard sur un projet de crowdfunding. Le rendement, donc en moyenne 11%. La durée des projets, donc 3 à 24 mois, donc 3 mois c'est vraiment quand c'est très court, c'est quelqu'un qui achète et limite qui a vraiment rien à faire quoi, il a juste acheté très peu cher et il revend sans même faire de travaux. Il y a des projets des fois comme ça où il n'y a vraiment pas du tout de travaux, c'est acheté, c'est revendu, il n'y a pas de division, il y a vraiment rien. Juste c'est revendu plus cher parce que ça a été acheté à un bon prix. Et 24 mois, ça va être là plus de la promotion, de la construction. Et on a même des fois des projets plus longs qui peuvent durer 3 ans où là vraiment c'est un gros chantier avec beaucoup de lots qui peut prendre plus de temps. Ensuite, par rapport à la première brique, il y a un bonus pour ceux que ça intéresse, donc de 1,2% de rendement pour chaque projet avec mon code ESB. Donc c'est un code qu'il suffit d'indiquer au moment de son passage de la collecte. Donc on indique le montant qu'on souhaite investir, on clique sur ajouter code bonus, ESB, et ça rajoute 1,2% de rendement. Donc quand un projet est à 10%, on passe à 11,2, s'il est à 12, on passe à 13,2. Donc c'est un moyen simple d'avoir plus de rendement. Et pour ceux qui n'ont pas en compte la première brique, vous avez aussi un lien en description qui lui donne 1% de rendement automatiquement sur le premier investissement. Alors sur le premier investissement, vous ne pouvez pas utiliser le code ESB, ça sera qu'à partir du deuxième, mais au moins sur le premier, vous avez 1% automatiquement sans renseigner aucun code. Et dès que vous avez après fait votre premier investissement, vous pouvez utiliser ce code-là pour avoir un petit bonus par rapport à ça. Ensuite, Clubfunding, donc là c'est une deuxième plateforme que j'utilise, donc là par contre le ticket d'entrée est un petit peu plus important, mais je sais qu'en crowdfunding il y a des personnes aussi qui ont besoin d'investir des plus gros montants et qui ne souhaitent pas investir 100, 150 euros, mais qui souhaitent investir des fois 5 000, 3 000, 10 000 ou autre. Clubfunding, on va pouvoir investir des 1000 euros sur les projets.
Donc la durée 12 à 24 mois, on peut avoir aussi des projets plus longs, hein, il y a un peu de tout. Et au niveau des collectes, il y a aussi des collectes qui vont être plus importantes. Il y a des collectes sur Crowdfunding, des fois qui sont 3, 4, 5, 6 millions, donc vraiment des très très grosses collectes sur de gros projets. Il n'y a aucun défaut depuis 2015, donc ils ont fait 945 projets, c'est la plus grosse plateforme de crowdfunding. Par contre, il y a des retards sur certains projets. Donc encore une fois, là quand j'ai mis défaut, c'est qu'il n'y a pas eu de perte en capital. Mais bon, sur 945 projets, il faut bien quand même qu'il y ait des retards parce que c'est assez énorme, ça fait limite un projet par jour pendant 3 ans. Mais c'est la plus grosse aujourd'hui plateforme qui est pareil et agréée par l'AMF. Par rapport ici aux indicateurs de performance, donc là je les ai ajoutés. Le rendement, je trouve qu'on est un petit peu plus bas que la première brique, donc en moyenne 10%, en sachant que la première brique, je ne l'ai pas indiqué, c'est vrai, mais que le maximum qu'on peut investir sur un projet, c'est 2000 euros. On ne peut pas investir 3000 euros sur un projet, même s'il nous paraît super bien, c'est plafonné à 2000. Clubfunding, on peut investir plus si on le souhaite. Et pareil, Clubfunding, vous avez 100 euros offerts à 1000 euros investis avec le code à l'inscription Julien Oka, donc en fait il faut le renseigner. Dès que vous vous inscrivez sur Clubfunding, il y a un endroit code parrainage et vous mettez Julien Oka et comme ça, dès que vous investissez sur votre premier projet, imaginons 1000 euros, bah vous avez automatiquement 100 euros qui vous sont redonnés. Et voilà par rapport à Clubfunding. On va avoir Riser de l'autre côté. Donc là aussi, ticket à partir de 1000 euros, donc possibilité d'investir de 1000 euros. Aucun défaut depuis 2016, donc c'est une plateforme aussi assez ancienne. Elle est arrivée 1 an après Clubfunding. On a 317 projets avec pour le coup aussi des retards, mais il n'y a pas eu de perte en capital. La durée des projets, donc 12-36 mois, on va avoir des projets des fois qui sont très longs, je trouve, chez Riser. Suivant, j'ai investi là, dernièrement sur un projet à La Réunion, où c'est, je sais plus c'était où à La Réunion, Saint-Denis il me semble, une résidence, et pour le coup, bah, là c'est un projet, je crois c'était 24 mois, ou même un petit peu plus. Après, c'est aussi intéressant, parce que des fois qu'on investit sur des projets qui sont assez longs, bah, ça permet de ne pas avoir besoin de réinvestir forcément tous les mois quand on reçoit un projet qui s'est fini au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc moi j'ai un petit peu tout, j'ai des projets assez courts, des projets moyennement longs et des projets longs. Le rendement en moyenne 10% et pareil 100 euros offerts à 1000 euros investis avec le code TR100 qu'il faut mettre à l'inscription. Et il me semble que c'est 50 euros offerts sur le premier et 50 euros offerts sur le deuxième, un truc comme ça, ou c'est 100 euros offerts à 1000 euros. Un des deux, mais en tout cas avec ce code là vous avez un bonus quand vous investissez. Après, maintenant, on va voir les critères. C'est certainement la partie la plus importante de cette formation et il y en a plusieurs et on va essayer de les détailler. Donc là, il faut bien rester accroché, c'est hyper important. Donc au niveau des garanties des projets, en premier lieu, on va voir l'hypothèque de premier rang inscrite. Donc selon moi, c'est une excellente garantie. Encore une fois, ici, c'est qu'un avis personnel. Je vous partage selon moi ce qui est plus ou moins intéressant. Après, à chacun de faire ses propres recherches. Et au niveau de l'hypothèque de premier rang inscrite, donc elle assure au créancier d'être remboursé en premier en cas de défaut de paiement. Dans les faits, cela signifie qu'il sera le premier à être payé par le notaire une fois les fonds disponibles. Donc lorsqu'un créancier prend une hypothèque sur un bien déjà hypothéqué, on parle alors d'une hypothèque de second rang, il devra attendre le remboursement du premier rang avant de pouvoir être remboursé. Donc faire saisir les biens n'est pas automatique et nécessite une procédure. De plus, une hypothèque inscrite est coûteuse car c'est un acte notarié. Donc il faut bien vérifier que la valeur du bien couvre le montant de l'emprunt. Donc si on prend un exemple, imaginons on a un projet immobilier d'un marchand de biens, la maison coûte 400 000, du moins le foncier coûte 400 000 avec la maison dessus, et bah, si pour le coup nous on prête 300 000, bah là pour le coup on a une hypothèque de premier rang qui couvre plus que le foncier, voire imaginons la maison coûte 300 000, on prête 300 000, donc ça couvre la totalité du foncier. Donc ça c'est cool, mais des fois on va avoir aussi des projets où pour le coup ça couvre pas la totalité du foncier, on a une hypothèque de premier rang, sur un bien imaginons qui coûte 300 000, et ben on a une hypothèque de premier rang, mais nous on a prêté 400 000. Donc finalement il y a un delta négatif de 100 000 euros. Donc l'hypothèque de premier rang, il faut vérifier en général que la valeur du bien couvre la totalité de l'emprunt. Et après, bien entendu, c'est pas le seul critère. Des fois, c'est pas le cas, mais il y a d'autres critères derrière qui sont très très bons. Donc au final, ça peut quand même être intéressant. Le deuxième élément et le deuxième critère, c'est l'hypothèque de prêteur de deniers de premier rang. Donc là, similaire à l'hypothèque inscrite, elle ne porte que sur des biens anciens, pas de VFA. Donc au niveau des termes, on va souvent les retrouver ces termes-là sur des projets de crowdfunding, les différentes garanties qu'on va avoir. Ensuite, troisième élément, c'est l'hypothèque non inscrite. Donc on voit le mot hypothèque, on se dit c'est top, mais elle est non inscrite. Donc pour le coup, c'est similaire à l'hypothèque classique, mais non inscrite dans le registre des conservations des hypothèques. Le rang de l'hypothèque va dépendre du moment de l'inscription qui se fait à la demande des créanciers. On ne connaît donc pas le rang tant qu'elle n'est pas inscrite. Moi, dès qu'il y a marqué hypothèque non inscrite, je passe mon tour sur un projet parce que pour le coup, elle peut être en second rang, elle peut être même en troisième rang. Voilà, ça c'est important de savoir. Est-ce que l'hypothèque est bien inscrite? De toute façon, c'est marqué hypothèque de premier rang inscrite, et si elle n'est pas inscrite, c'est toujours marqué non inscrite.
Ensuite, quatrième élément, l'hypothèque de second rang. Pareil, hypothèque, on se dit c'est bien, mais second rang. Donc là, c'est comme l'hypothèque de premier rang, sauf que les créanciers sont remboursés après les créanciers de premier rang. Généralement, le créancier de premier rang est une banque et celui du second rang est la plateforme de crowdfunding. Et des fois, c'est pas forcément problématique. On va prendre un cas où ça peut être problématique. Imaginons un bien qui coûte 1 million et pour le coup, on a la banque qui a 1 million, qui a prêté 1 million et nous on a prêté 200 000 au-dessus pour des travaux, etc. Au niveau de l'hypothèque de premier rang, ils ont une hypothèque de premier rang, donc ils vont être favorisés dans le remboursement. Mais des fois, en fait, c'est pas forcément très grave si on est en second rang. Si on prend un exemple précis, imaginons un bien coûte 400 000 au niveau du foncier. La banque est en premier rang, elle prête 300 000. Nous, on est en second rang, on prête pour l'exemple, on va dire 50 000 ou même 100 000. Pour le coup, on est en second rang, mais en réalité, ça couvre quand même la partie du foncier pour nous. Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément dérangeant, mais de manière générale, il faut essayer toujours de favoriser d'avoir une hypothèque de premier rang, c'est toujours mieux. Maintenant, cinquième élément, le nantissement qu'on peut retrouver aussi sur certains projets de crowdfunding. Donc ça consiste à mettre en gage un compte sans que le détenteur en perde la possession. En cas d'impayé, le créancier bénéficiaire du nantissement pourra selon le cas vendre ou faire vendre les biens et ainsi se payer sur le prix par priorité à tous les créanciers. Et donc pour le coup, comme on peut le voir en fait, le propriétaire, donc il n'en perd pas la possession. Donc entre-temps, tant qu'il n'y a pas de problème, finalement, il peut utiliser un petit peu son compte comme il souhaite sur le compte qui est nanti. Et on va avoir aussi le nantissement à plusieurs niveaux. Ça peut être des parts de société, ça peut être un compte titre. Donc imaginons, c'est un compte titre qui a été nanti, mais c'est un compte bourse et le marché a perdu 50%. Pour le coup, ça a beaucoup moins de valeur. Donc le nantissement, c'est aussi, je trouve, une garantie moyenne. Sixième garantie autonome à première demande, donc GAPD. On la retrouve aussi beaucoup, en sachant que sur des projets de crowdfunding, on peut avoir plusieurs garanties. On peut avoir hypothèque de premier rang, plus une garantie à première demande, plus une autre garantie. Mais selon moi, ce qui est important, c'est de retrouver au moins une garantie forte dans un projet. Donc la garantie autonome à première demande est un contrat qui permet à un bénéficiaire d'exiger le paiement d'une somme d'argent déterminée auprès d'un garant, et ce, dès la première demande. Le garant peut avoir garanti de nombreux projets, on n'a pas de visibilité là-dessus, donc c'est difficile d'apprécier ce qui se passerait en cas de défaut de plusieurs projets. Ensuite, septième élément, la promesse d'affectation hypothécaire. Alors là, il faut faire gaffe aussi. C'est simplement une promesse d'hypothèque, l'opérateur pourra ou pas inscrire une hypothèque. Donc clairement, à éviter, parce que si finalement on a l'opérateur qui ne veut pas l'inscrire, il ne l'inscrit pas. Donc c'est une promesse, ça engage que les personnes qui les écoutent. Donc il faut toujours éviter tout ça. Le cautionnement, garantie moyenne. Donc en cas de défaut, le créancier peut se retourner vers la caution pour obtenir un remboursement. En général, des personnes physiques se portent caution. Là pareil, on a une problématique, c'est qu'on ne sait pas, ils se portent caution de combien de projets. Et donc, c'est pas aussi l'idéal. Et voilà par rapport à 8 garanties ici. Donc moi, je favorise toujours hypothèque de premier rang. Et après, c'est vrai aussi, je ne l'ai pas mis, il y a la fiducie qui est très intéressante. Alors, c'est pas forcément sur beaucoup de projets qu'on retrouve une fiducie. Mais je pense que j'en ferai aussi une vidéo là-dessus sur peut-être dédiée aux garanties ou sur la fiducie pour expliquer concrètement comment ça fonctionne. Mais on va voir de la fiducie où ça peut être très intéressant. De l'hypothèque de premier rang aussi, qui sont pour moi les garanties les plus fortes actuellement. Maintenant, le critère 2, la pré-commercialisation. Alors la pré-commercialisation consiste à vendre un ensemble immobilier avant que le projet ne soit terminé. Prenons par exemple un projet de marchand de biens qui consiste à acheter un immeuble, le rénover puis le revendre plus cher. Il est possible de trouver des acheteurs avant même que les travaux de rénovation ne commencent. On dit alors que le projet est pré-commercialisé. Donc on peut distinguer plusieurs aspects dans la pré-commercialisation. Il y a d'abord l'offre reçue par un acheteur. Celle-ci peut être acceptée par l'opérateur ou pas. Ensuite, il y a le compromis de vente qui doit être signé, et ce compromis peut contenir des clauses suspensives qui peuvent annuler la vente. Donc certaines plateformes de crowdfunding considèrent qu'une offre est suffisante pour parler de pré-commercialisation, et comme une offre peut être acceptée ou non, c'est en réalité pas suffisant pour dire que le projet est pré-commercialisé. Donc ça, il faut faire gaffe, vérifier quand on voit sur une plateforme c'est 100% pré-commercialisé ou 50%, peu importe. En réalité, si c'est une offre, ça n'a pas de valeur parce que moi, je peux faire une offre à n'importe qui, même si, imaginons, je suis au chômage, je suis ruiné, j'ai pas d'argent du tout, je peux faire une offre, tout le monde peut faire une offre. Donc, ça n'a pas réellement de valeur une offre aujourd'hui. Donc, quand ils parlent de commercialisation, alors que c'est juste des offres et qu'ils disent que c'est pré-commercialisé, pour le coup, ça n'a pas de valeur, il faut faire attention. Un compromis signé est le standard en matière de pré-commercialisation. Si en plus du compromis signé, les conditions suspensives ne peuvent plus être activées, alors c'est une assurance supplémentaire.
parce que on va avoir finalement au niveau du compromis, ce qui peut le faire sauter, c'est notamment la condition d'obtention de prêt, ça peut être d'un permis de construire ou autre. Donc ça aussi, c'est un élément supplémentaire à regarder. Est-ce que lorsqu'il y a un compromis qui est signé sur la précommercialisation, il y a une condition suspensive ou non? Troisième critère, le prix de revente, pardon. Donc là, les plateformes souvent indiquent, donc ça c'est la première brique qui indique de cette manière, mais Riser, Cloudfunding aussi indiquent à leur manière. Donc c'est de regarder où est-ce qu'on se situe au niveau du prix de vente. Donc on a souvent un prix de sortie du projet et on peut le situer, est-ce qu'on est dans les prix moyens, dans les prix hauts, dans les prix bas. Et ce qui va être intéressant aussi derrière, c'est de regarder rapidement sur certains sites. Donc ici j'en ai mis Netvendeur, Se Loger, Immobilier.notaire, Meilleur Agent. Donc on va les avoir ici. Ce sont des sites qu'on peut regarder pour voir finalement au niveau des prix où est-ce que ça se situe, parce qu'en fait en fonction du site qu'on utilise, des fois c'est pas les meilleures estimations. Donc moi j'utilise principalement Meilleur Agent, je trouve sur les grandes villes c'est hyper précis parce qu'il y a beaucoup de données. Après sur d'autres projets des fois j'utilise Immobilier Notaire, Se Loger, etc. Et ça peut être intéressant de regarder. Au niveau du prix de vente, est-ce que c'est délirant ou pas? Si on voit que le prix de vente est hyper élevé, potentiellement, on va se dire que là, ça peut être moins intéressant parce qu'ils vont avoir du mal à le vendre. Maintenant, critère 4, le ou les porteurs de projet. Donc, deux éléments à analyser. L'expérience en premier lieu. Donc ici, c'est de regarder est-ce que le ou les porteurs de projet sont marchands de biens depuis longtemps, constructeurs depuis longtemps. Est-ce qu'ils ont fait plusieurs projets ou est-ce que c'est leur premier projet? Là aussi, si c'est un premier projet, il y a plus de risques que s'ils ont 20 ans d'expérience, qui sont sur ce secteur depuis des années et qu'ils ont construit ou fait 150 opérations, le risque n'est pas le même. Et en deuxième élément, c'est l'implication financière. Alors moi, j'aime bien le prendre en considération. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que c'est pas important. Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir est-ce que le porteur met un petit peu d'argent de sa boîte, enfin de sa société, dans le projet, parce que ça montre aussi un petit peu l'investissement qu'il peut avoir et qui croit surtout à son projet. Donc ici, pour l'exemple, on peut voir là, il y avait 130 000 qui a été mis, le financement c'était 500 000 en participatif. Donc on a à peu près un certain pourcentage, donc plus de 10% qui a été mis par le porteur, donc ça montre qu'il peut croire concrètement à son projet. Ensuite, le critère 5, c'est les autorisations administratives, ça aussi il ne faut pas l'oublier. Donc les autorisations administratives pas encore validées peuvent ralentir le début d'un projet, potentiel retard. Il y a aussi un risque de se faire refuser certaines autorisations administratives et donc mettre en péril un projet. Donc ici on peut le voir, pour l'exemple, dans le cadre de cette opération consistant à démolir 2 immeubles, on va avoir, et après la construction de 28 logements, un parc de stationnement en sous-sol, un local commercial, il y a une autorisation d'urbanisme qui est nécessaire. Donc là il faut voir toujours est-ce que cette autorisation elle a été déposée, est-ce qu'elle a été purgée aussi, c'est très important parce que si ça n'a pas été purgé, il y a encore les personnes autour, imaginons qui habitent à côté de cette adresse, qui peuvent se plaindre à la mairie et faire en sorte qu'il y ait des modifications qui doivent être faites. Donc toujours regarder, est-ce que ça a été purgé? Souvent c'est accepté, souvent c'est indiqué, imaginons ici c'est marqué accepter telle date, purger telle date. Pareil, peu importe ce que c'est comme autorisation, il faut toujours vérifier. Parce que en fait, le truc c'est que si demain on a un porteur de projet qui a vraiment une idée précise de ce qu'il veut faire, donc il se dit tiens, moi je veux absolument faire ça parce que c'est ça qui va permettre de faire en sorte que ce projet soit vraiment rentable. Si l'autorisation elle n'a pas été purgée ou elle n'a pas été demandée ou obtenue ou autre, ça peut vraiment mettre en difficulté un projet. Il y en a aussi d'autres ici, aucune autorisation d'urbanisme n'est requise, donc ça va dépendre de ce qui va être fait. Maintenant, critère 6, la marge. Alors favoriser les projets avec des marges importantes, donc ici j'en ai affiché 3 pour l'exemple. Donc là on peut avoir une marge à 8%, une marge à 15%, une marge à 39%. Donc en général on va essayer de favoriser les projets avec la marge la plus importante possible, en sachant que aussi ce qu'il faut regarder c'est que les autres critères vont avec, c'est-à-dire que si on a une marge de 8%, et qu'en plus on voit qu'au niveau du prix de vente de sortie il est très élevé, on est sur quelque chose qui va être très risqué. Pourquoi? Parce que la personne ne va pas pouvoir baisser son prix parce que sa marge est déjà faible malgré un prix de vente qui est déjà de sortie beaucoup trop élevé. Par contre, si des fois on a une marge de 15%, ce qui est une marge pas non plus très élevée, une marge moyenne je dirais, on a un prix de sortie qui est vraiment bon, on est au prix moyen, voire même en dessous du prix moyen pour vraiment une prestation sympa, et au final ça peut être intéressant. Donc ça il faut vraiment finalement jumeler plusieurs critères afin de regarder si c'est intéressant ou pas. Et pour finir, on va voir les 4 règles d'or que je fais toujours en sorte de respecter au niveau du crowdfunding immobilier. La première, c'est d'investir de l'argent dont on n'a pas besoin pendant une certaine période. Parce qu'on l'a vu, un projet de crowdfunding peut prendre
3 mois pour des projets vraiment courts, jusqu'à 12 mois, 24 mois, des très gros projets où ça va être, imaginons une immense résidence, on peut aller à 36 mois, même des fois même plus. Donc il faut vraiment que l'argent dont on investit, on n'en a pas besoin pour une certaine période. Et je dirais même que vraiment avant d'investir en crowdfunding immobilier, il est hyper important d'avoir une épargne de précaution. Parce que vu qu'on est engagé pendant une certaine période, si on a mis entre guillemets son épargne qu'on estime accessible en crowdfunding, c'est une très grosse erreur. Vraiment en crowdfunding, c'est de l'argent qu'on fait travailler sur une longue période. Donc il faut que ça soit vraiment de l'argent dont on n'a pas besoin de toute manière au cours des prochains mois, voire des prochaines années si on investit sur des projets qui sont plutôt longs. La deuxième règle qui est vraiment très importante, c'est de diversifier ses investissements. Même quand des fois on a un projet de crowdfunding qui nous paraît vraiment bien, on se dit waouh, mais les garanties sont top, la marge est top, le porteur est hyper expérimenté, il met beaucoup de fonds propres aussi de sa poche, le prix de vente est nickel, tout est nickel. Pour le coup, pareil, ne pas mettre tout sur un projet et diversifier au maximum. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets disponibles qui sortent chaque semaine. Donc, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est fondamental pour le crowdfunding immobilier, mais c'est exactement la même chose pour la bourse et pour d'autres investissements aussi. Après, le troisième critère qu'il faut vraiment, je trouve, prendre en considération, même si beaucoup d'investisseurs en crowdfunding ne le font pas parce que peut-être ça prend un petit peu de temps, c'est de mettre en place ses propres critères de sélection et d'un projet, surtout, et se dire finalement, ok, dès qu'un projet sort, je vais prendre 5-10 minutes si on n'a pas beaucoup de temps, on va prendre 5 minutes si on n'a vraiment pas beaucoup de temps, et regarder ces critères principaux. Ok, garantie, qu'est-ce que ça donne? Marge du projet, le prix de revente, le porteur. Est-ce que au-delà de ça, ce qu'on peut voir, c'est que si, imaginons, on a une marge faible, est-ce que le prix de revente, finalement, il est aussi extrêmement bas, donc potentiellement, ça peut aussi le faire. Donc, mettre en place ses propres critères de sélection, ça c'est vraiment très important. Et on peut en utiliser les 6 critères qu'on a vus dans cette vidéo, en utiliser plus, en utiliser moins, mais en tout cas, finalement, essayer de comprendre un petit peu les différentes garanties, les marges, le porteur, voir les prix de vente, etc. Les autorisations d'urbanisme, est-ce que ça a été obtenu? C'est toujours très intéressant et important. Et en dernier critère, pour le quatrième, c'est d'aller sur des plateformes qui sont pour le coup agréées par l'AMF. Donc moi, dans mon cas, je favorise pour l'instant exclusivement des plateformes françaises. Par contre, je suis en train de tester actuellement plusieurs plateformes, d'autres plateformes, afin aussi de me diversifier, même si pour le moment, je suis quand même très exposé sur la première brique en numéro 1, Clubfunding, Riser, mais je compte au fur et à mesure des mois et des années essayer d'autres plateformes pour encore une fois aussi diversifier à ce niveau-là. Donc j'espère que ce guide complet vous a plu. Ça a été franchement pas mal de boulot, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, et comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens en description pour principalement la première brique, Clubfunding et Riser, où il y a des bonus à l'inscription, et la première brique, il y a aussi le code bonus, du coup USB, lui qu'on peut mettre dès qu'on a un compte sur chaque collecte pour avoir 1,2% de rendement supplémentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.